chers amis, bienvenue à la conférence débat qu'organise Congo Yassika. Je serai ici comme modérateur et membre en même temps de Congo Yassika. Notre invité principal, c'est le ministre Ouabari, qui va nous présenter une communication sur le dialogue. Le contexte politique de notre pays, aujourd'hui, c'est bien, sur le plan politique, la fin légale, constitutionnelle du mandat du président, la succession du pouvoir et l'alternance politique démocratique. Voilà le contexte politique. Si nous oublions ce contexte politique, nous parlons pour rien dire. Cependant, on nous a produit un débat qui est la réflexion, la discussion sur la réforme institutionnelle. Ça, c'est le débat du pouvoir, de son clan politique, de ses amis. À travers ce débat, ce que eux, ils espèrent, c'est pousser les forces démocratiques, nationales et patriotiques à la faute. Et vous savez, s'il y a faute, logiquement, ils vont mobiliser leur constitution. Et dans leur constitution, il y a la possibilité aujourd'hui de faire l'état d'urgence et l'état de siège. Ça, c'est un terme constitutif dans le texte de la loi fondamentale. Donc, nous devons être extrêmement vigilants, politiques, pour ne pas aller jusque-là. C'est ce qu'ils attendent et c'est ce qui leur donnerait la possibilité de raturer la fin légale du mandat, de raturer la succession du pouvoir démocratique et de raturer l'alternance politique. Voilà leur préoccupation. Donc face à ça, nous devons avoir non seulement une perspective de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez très bien que ces derniers temps, le mouvement patriotique et démocratique est en train de se mettre en place. Il y a aujourd'hui un front uni qui est devenu le Front républicain, qui mobilise un certain nombre de partis, et ils sont contre la modification de la Constitution. Mais là aussi, quand on dit contre la modification de la Constitution, en vérité, c'est quoi? La Constitution n'est pas pour la modification. Il n'y a pas un article de la Constitution sur la modification. Il y a un article sur la révision constitutionnelle. Ça n'a rien à voir. Le vocabulaire est très important. Entre révision et modification, ce n'est pas la même chose. Donc nous ne devons pas nous tromper. Ce mouvement démocratique est en plus de s'enraciner, de se remembrer. Il pense qu'il ne faut pas modifier la Constitution, ce qui est un acte civique et citoyen important. Nous devons appuyer ce mouvement. Nous, au Congo Yassika, on a signé la plateforme qui regroupe tous ces partis-là. Et donc, on pense que maintenant, il faut aller vers une stratégie plus réaliste. Or, la stratégie plus réaliste, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Eh bien, effectivement, s'il n'y a pas de dialogue, la question de la succession du pouvoir, qui implique que l'ancien pouvoir puisse remettre le pouvoir à celui qui est élu démocratiquement, nous posera un problème. Puisque cette élection ne pourra pas avoir lieu, parce qu'il y a un certain nombre de malentendus, il y a un certain nombre d'éclaircissements. On est partagé sur la loi électorale, sur le recensement, etc. Le pays est partagé, donc divisé. Et Congo Yassika ne veut pas qu'on tombe dans la brutalité politique. Congo Yassika ne veut pas qu'on rejoue 97 autrement. Congo Yassika est pour la pacification, la fraternisation, la solidarité, et c'est pour ça que ce dialogue est le moment pour essayer entre nous, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord sur l'expression du dialogue. Parce que le dialogue, en vérité, c'est quoi? C'est un moment important de la civilisation humaine, de la civilisation politique. Sans dialogue, vous êtes dans la barbarie. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est notre première réflexion. Il faut le dialogue pour sortir du champ de la barbarie, pour sortir du champ de la confusion. Il faut débattre. Le deuxième point du dialogue, c'est que c'est une tradition congolaise. Vous voyez, la conférence nationale souveraine, ça a été un haut moment où les gens se sont mis ensemble pour penser la contradiction nationale. Aujourd'hui, il y a encore une autre contradiction. C'est comment la résoudre, cette contradiction entre les républicains que nous sommes, les patriotes démocrates que nous sommes, et ceux qui veulent conserver le pouvoir. C'est ça la contradiction aujourd'hui. Et celle-là, nous pouvons la résoudre que par le dialogue, en essayant que ce dialogue puisse être national et souverain.
Parce que la divergence entre nous, c'est la qualification du dialogue. Je vois que le ministre tout à l'heure est en train de qualifier le dialogue. L'autre divergence, c'est surtout la finalité du dialogue. Il tentera aussi de donner la finalité du pourquoi du dialogue, il le dira. Et il y a encore une autre divergence, c'est la temporalité, le temps du dialogue. Est-ce qu'il faut le faire avant la fin légale du mandat de M. Sassou Nguesso ou après son départ? Donc là, nous sommes souvent divergents et c'est le moment où jamais, ça sera très important d'élucider toutes ces questions. Alors je donne la parole au ministre Ouabari, qui est ancien ministre de la Justice. Il est membre de Congo Yassika. Il est dans le mouvement démocratique et patriotique depuis un moment. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien. Je vous rappelle la problématique de l'exposé. Et s'il arrivait un dialogue national au Congo-Brazzaville, comment pourrions-nous nous y prendre? Il se passe actuellement dans le monde beaucoup d'événements. Beaucoup de pays sont des moments historiques importants. Et nous aussi, à Brazzaville aujourd'hui, nous sommes à un moment historique important. Et Sébastien l'a dit tout à l'heure, la contradiction aujourd'hui au Congo, c'est entre les républicains qui se battent pour l'alternance démocratique dans le pays et ceux qui veulent conserver le pouvoir. C'est ça la grande contradiction qu'il y a au Congo. D'une part, ceux qui veulent que le pays avance dans l'alternance démocratique et ceux qui veulent s'agriper au pouvoir pour eux-mêmes. Mais nous avons intérêt à donner à notre peuple une perspective qui dépasse l'ancrage des clans. Et nous gagnerons d'ailleurs uniquement par le rassemblement et le consensus républicain. Au nom de Congo Sika, chers amis, Congo Sika, c'est un regroupement d'associations, de partis, d'individualités, tous régulièrement installés en Europe. Nous voudrions saluer votre présence ici dans la salle pour prendre part à ce débat que nous organisons sur le débat national. Le débat national nous préoccupe beaucoup à Congo Sika. Parce que il est compris pour nous comme une problématique de redressement du Congo dans la phase tumultueuse des affaires politiques actuelles. Et il jouerait un rôle déterminant. Nous sommes dans une phase tumultueuse de notre pays. Nous estimons que la seule manière de régler ce contentieux à l'intérieur de la nation congolaise, c'est créer les conditions d'un dialogue entre la nation, avec la nation avec elle-même. C'est pour cela qu'à Congo Sika, cette question du dialogue nous préoccupe beaucoup. Et puis nous nous réjouissons que ce débat ait lieu à un moment où le pouvoir de Brazzaville, il est en fin de cycle constitutionnel, ça va faire la fin de son mandat, et puis il n'est plus en capacité réelle de gouverner le pays. Nous estimons que cet échange serait utile et nous voudrions qu'il se déroule dans la sérénité et dans le respect des uns des autres pour qu'il soit productif. Je vous rappelle que l'intitulé du dialogue, c'est « Et s'il arrivait le dialogue national au Congo-Brazzaville, comment pourrions-nous nous y prendre ?» Dans le corps de la communication, il vous sera démontré que le dialogue national, au regard de son historicité en Afrique, donc chez nous, Congo-Brazzaville, a une légitimité historique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons vous démontrer que les appréhensions, les refus, les malentendus sur les dialogues sont essentiellement dus à la question de sa qualification. Si beaucoup d'entre nous ne veulent pas du dialogue, si beaucoup d'entre nous refusent le dialogue, c'est parce qu'ils estiment que ce dialogue, il n'est pas qualifié de manière souveraine. Et on craint d'aller perdre du temps, on craint de faire que le pouvoir il fasse tout ce qu'ils veulent à travers ce dialogue. Donc cette question de la qualification, nous allons aussi en parler, parce qu'il faut qu'on sache, en cas de convocation de ce dialogue, s'il sera souverain ou simplement consultatif. D'où la crainte que les gens sur cette question du dialogue. Et nous examinerons aussi la question
de la légitimité de la convocation de ce dialogue, parce que en 1991, la conférence nationale avait une légitimité réelle, elle était souveraine et historique, et aujourd'hui, cette légitimité du dialogue, de la convocation du dialogue, elle ne se pose pas parce que nous arrivons à un moment où le président a failli sur toute la ligne, et puis il a pratiquement trahi tous les acquis de la conférence nationale. Nous vous dirons aussi comment à Congo-Sika nous percevons cette question du dialogue, et nous essaierons d'analyser l'attitude que nous pourrions tous avoir face à cet événement. À propos de la légitimité du dialogue, du caractère historique du dialogue, aujourd'hui, nous savons que le pouvoir n'a pas encore pris position officiellement sur le dialogue. Il n'y a pas une déclaration officielle du pouvoir sur la question du dialogue, mais néanmoins la question, néanmoins, la question, elle ne reste pas indifférente dans les milieux de la politique. Le Parti congolais du travail y manifeste un vif intérêt. Au dernier conseil, au comité santé, ils en ont parlé. Le collectif des partis d'opposition congolaise en parle depuis sa création en 2012, quand elle s'est créée, au moment où elle a contesté les élections législatives, parce qu'elle ne reconnaissait pas la valeur de ces élections. Le collectif, au départ, expliquant le dialogue sous la forme des États généraux de la nation. Donc, le Parti congolais du travail en parle, le collectif des partis d'opposition en parle, le mouvement citoyen pour le refus de l'ordre constitutionnel, pour le respect de l'ordre constitutionnel en parle également, et le Front Uni, dont nous avons salué la création en janvier contre la violation de l'ordre constitutionnel, en fait d'ailleurs son cheval de bataille. La diaspora elle-même aussi n'est pas en marge de ce débat. Il s'est créé à Paris le comité d'action pour la convocation des États généraux. Les assises ont créé une commission de travail qui a déposé un délibéré là-dessus au Conseil des représentatifs des forces vives de la nation. Et à Congo-Sika, nous en sommes à notre troisième dialogue. Donc, aussi bien à l'intérieur du pays, au Parti congolais du travail, au mouvement citoyen, au collectif, au front, la question du dialogue national est abordée. À l'étranger ici, nous, au dialogue, à la diaspora, nous en parlons. Donc c'est une question qui préoccupe les politiques. Si elle préoccupe les politiques, c'est que c'est une question qui certainement a un intérêt particulier. Et à partir de la souveraineté conquise aux conférences nationales africaines, le dialogue est devenu pour tout le monde une piste sérieuse et consensuelle pour examiner les problèmes du pays. On y trouve des solutions dans l'intérêt supérieur des populations. Et la conférence nationale en 1991, chez nous à Brazzaville, a permis de rassembler le pays dans l'unité et la cohésion fraternelle. La leçon majeure qu'on en tire, c'est que la conférence nationale a permis de créer un moment de rassemblement de la nation entière, malgré l'intelligence du président Sassou. Le peuple s'est rassemblé et des solutions ont été trouvées dans l'intérêt de la nation. Et cette conférence nationale a placé le Congo dans le chemin du progrès, du partage et du consensus politique. Mais ici à Paris, comme à l'intérieur du pays, nous avons toujours en mémoire l'atmosphère fraternelle de la conférence nationale et nous nous sommes rassemblés autour de ces acquis de la conférence nationale. La plupart des Congolais considèrent cette période comme une séquence exceptionnelle et valorisante de l'histoire politique du pays. Et pour tout le monde d'ailleurs, la conférence nationale, c'est un repère structurant. Régulièrement, dans nos débats, régulièrement lorsqu'on parle de la vie économique nationale, de la vie politique nationale, la conférence nationale de 1991 est considérée comme un repère et on s'y réfère. Donc, en réelle crise politique aujourd'hui, et avec la régression des valeurs qu'il y a dans notre pays, le Congo a besoin de cet instant rassembleur qu'est le dialogue pour se créer une nouvelle vitalité et redonner de l'espoir à son peuple. En cela, on peut dire que la légitimité historique du dialogue ne pose pas de problème. Elle ne pose pas de problème et elle ne fait plus guère de doute.
les Congolais sont en difficulté sur tous les plans en 91. La conférence nationale, elle est convoquée dans les règles. Les Congolais, ils se retrouvent, ils en parlent, ils considèrent cet instant comme un instant de rassemblement, un instant d'examen des grands problèmes, avec des solutions qui ont été trouvées. Et aujourd'hui, avec la situation actuelle du pays, nous estimons qu'il y a des raisons historiques de convoquer le dialogue. Maintenant, pourquoi la question de la qualification se pose? En 1981, la qualification du dialogue ne s'est pas posée, parce que, rapidement, on s'est rendu compte, par le travail qui a été fait, que la conférence nationale était souveraine. Il a été souverain, et d'office, il a été rendu exécutoire les actes qui ont été élaborés, et une instance a été créée d'ailleurs pour les rendre exécutoires. C'est la transition avec un Premier ministre à la tête. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même. En 1991, la conférence nationale avait une qualification qui ne posait pas de problème, il était souverain, mais la situation n'est pas la même aujourd'hui. Mais nous, à Congo-Sika, pour nous, le dialogue national est souverain. On aurait convoqué aujourd'hui la conférence nationale, pour nous, il serait comme en 1991 souverain. Donc la question de la qualification de la souveraineté du dialogue national, pour nous, à Congo-Sika, ne se pose pas. Pour nous, le dialogue, une fois convoqué, est un dialogue souverain. Parce que, je vous le montrerai tout à l'heure, il a des raisons d'être convoqué, et la nation nationale, la population nationale, le peuple congolais, par sa souveraineté, a les moyens politiques de le convoquer. Donc, le dialogue, une fois convoqué, est pour nous, à Congo-Sika, souverain. Il nous saurait, comme le pense le pouvoir, et ses ateliers, et ses alliés, avoir un caractère consultatif. Et cette position de principe de la souveraineté du dialogue à Congo-Sika, nous ne nous en départissons pas, parce que ces derniers temps, le régime court derrière des concertations qui veulent organiser pour perpétuer le régime du président Sassou. Et d'ailleurs, il est fait usage pour ça de l'infantilisation, des cadres, de la corruption, de la ruse, pour créer les conditions de la réussite de ces concertations qui ne sont qu'en fait des apartés entre le pouvoir et les personnalités qui y sont. Les concertations des voix et de l'Élysée, où la question des élections locales n'ont rien donné. La plupart des cadres politiques de la société civile qui ont été, regrettent d'y avoir été d'ailleurs. La plupart des actes qui ont été pris à Yévo et de l'Élysée ne sont pas appliqués. Et on y a même des notices de déloyauté parce que le pouvoir n'est pas même de les mettre, de les faire appliquer. Sans compter que cette forme de concertation d'Yévo et de l'Élysée a développé la défiance et le soupçon. Si jamais le président Sassou il demande que ce genre de concertation soit reprise, il n'est pas sûr que ceux qui ont été à Yévo et à l'Élysée y aillent encore. Dès l'instant que la défiance et le soupçon s'y sont créés en raison de ce que la plupart des actes qui ont été pris à Yévo et à l'Élysée n'ont pas été exécutés entièrement. Donc, le caractère dérisoire des concertations, pour nous, est avéré. Donc, le caractère inutile de ces concertations est aussi avéré. Donc, ce n'est pas la peine que ces concertations soient convoquées par le président de la République. Elles sont inutiles pour le peuple parce qu'aucun des actes, le plus souvent, qui sont pris ne sont exécutés. Pourquoi le peuple a la légitimité de convoquer le dialogue? Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, tous les mots de la conférence nationale, relevés à la conférence nationale sont encore vivaces. Et pourtant, le pays est devenu colossal. La malgouvernance chronique continue de plonger le pays dans la misère. Il y a une crise de confiance entre les dirigeants et le peuple. Et les idées de la conférence nationale qui reposent sur les principes d'unité nationale, de paix, de dialogue, d'alternance, de justice, de démocratie, ne sont pas toujours
atteints. Dans le domaine des libertés, on sait qu'à Brazzaville, il n'y a pas beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup d'interpellations. Certains cadres de l'opposition sont interdits de circuler, sans compter d'ailleurs la censure qui s'abat sur la presse privée à Brazzaville. À l'époque, en 1991, en exigeant du pouvoir de l'époque, toujours aux mains du président Sassou, la convocation de la conférence nationale, les Congolais voulaient en finir avec des fléaux comme la maltraitance. Malheureusement, cette maltraitance, elle sévit encore. Les Congolais voulaient en finir avec les injustices. Les injustices sévissent encore. Les Congolais voulaient en finir avec le régionalisme. Le régionalisme sévit encore. Aujourd'hui, on estime que la nation est en danger. La nation congolaise est en danger. D'abord, le régionalisme, il continue à exister. Et la preuve est donnée par la préférence dégradante qu'il y a dans les nominations aux hautes fonctions de l'armée et de l'administration congolaise. Et puis, les populations congolaises sont aujourd'hui des populations en colère parce qu'elles ne supportent plus la misère que le gouvernement leur fait subir. Et de plus en plus, on le constate d'ailleurs, les risques de cassure du pays sont évidents. Les risques de cassure du pays sont évidents parce qu'elles sont dues essentiellement à la confiscation des richesses par une partie par le clan au pouvoir. Elles sont dues au fait qu'il y a une mauvaise répartition des richesses nationales. On entend par-ci par-là des sons, des vérités de cassure du pays. Et ces cassures du pays sont essentiellement dues à ce que le pays, la gestion de la chose publique n'est pas nationale, la répartition des richesses nationales n'est pas faite comme il faudrait, et de plus en plus, la confiscation des richesses nationales par un clan se fait pouvoir. Et sans compter qu'il devient essentiel aujourd'hui d'élucider la question de la succession du pouvoir. Il devient nécessaire d'élucider la question de l'alternance démocratique. Et le pouvoir de Brazzaville, en dehors de la consécration du pouvoir, n'a pas d'autre alternative aujourd'hui. D'où son intention d'ailleurs de vouloir changer la Constitution, qui sera certainement prolongée par un dialogue, qui sera l'exemple de la concertation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en réalité, le pouvoir veut modifier la Constitution, changer la Constitution, faire que ça se reste au pouvoir, semble-t-il, de la vie du pouvoir pour des raisons de continuité, pour le progrès, pour la paix, pour la stabilité, mais en réalité pour deux motifs majeurs qui touchent particulièrement le président de la République et son entourage. D'une part, échapper aux procédures judiciaires dont le président de la République et sa famille sont l'objet dans de multiples procédures. Le président de la République veut continuer à rester, le président de la République veut continuer son pouvoir parce qu'on estime, d'après le pouvoir, on pense qu'il faut continuer à faire les routes, il faut préserver la paix, il faut préserver la stabilité, mais en réalité, le président de la République, il fuit, il veut se mettre à l'abri des procédures judiciaires dont lui et sa famille sont l'objet devant les tribunaux. D'abord, il y a l'affaire des biens mal acquis. C'est l'illustration même du pillage des fonds publics au fin de l'acquisition frauduleuse des bâtiments immobiliers en France. Le dossier des disparus du Beach, au sorti de la guerre de 1997, c'est un dossier qui n'a jamais trouvé d'épilogue, malgré le simulacre du procès de la justice congolaise, qui n'a servi qu'à établir qu'il a eu crime sans identifier les auteurs. Vous avez, le procès a été tenu, on a établi qu'il a eu crime, mais on n'a pas identifié qui en étaient les auteurs. Et le président Sassou aussi a besoin de répondre devant les tribunaux sur la question des milliers de victimes, des tragédies qui se passent au pays, particulièrement la tragédie du Cartemas. Donc, il a peur de répondre devant les tribunaux à raison de l'affaire des biens mal acquis, des dossiers disparus du Beach et le dossier des victimes. Mais deuxièmement, il a peur de répondre aussi en citoyen ordinaire dans les graves affaires d'assassinat qui ont eu lieu au pays, du temps où il était homme d'État en charge de la sécurité et des questions militaires.
Il y a l'assassinat de Marie Ngouabi, l'assassinat de Massaba Deba, du Biayenda, et d'autres d'ailleurs qui ne sont pas cités. Donc cette question de prolonger le pouvoir au nom de la stabilité, au nom de la paix, au nom du progrès, et au nom de la continuité de la stabilité dans le pays est essentiellement dû au fait que ça soit peur de répondre devant les tribunaux à l'extérieur, et aussi la peur de répondre en citoyen ordinaire devant les tribunaux congolais, parce qu'il est absolument certain que les parents dans les disparitions aujourd'hui n'ont pas été élucidés, voudront poser au chef de l'État la question de dire comment les choses se sont passées, puisqu'en ce temps-là, il était ministre de la Défense nationale et de la sécurité. Et d'ailleurs, pour contourner les dispositions des articles 57 et 58, qui lui interdit de prétendre un autre mandat, le président saisirait l'article 86 pour soumettre au référendum la nouvelle constitution qui lève tous les verrous juridiques qui les handicapent. Et au cas où il réfléchissait ce changement, il en serait à son troisième changement de constitution. En 97, en 77 avec l'assassinat de Marie Ngouabi, et en 97 avec le coup d'État de l'Issoba. D'ailleurs, si les changements de 77 et de 97 n'ont pas apporté le progrès dans le pays, ce n'est pas celui qu'il voudrait mettre en place de 2015-2016 qui apportera le progrès, même avec les hypothétiques hommes nouveaux qui certainement vont l'entourer après ce changement. Donc, la faillite du pouvoir, incapable d'apporter des remèdes aux maux qui minent le pays, ajouté à la fin du mandat constitutionnel du président Sassou, place le peuple congolais en droit de se donner les moyens de convoquer le dialogue national. En 91, c'est le peuple qui a imposé au chef de l'État en place la convocation du dialogue de la conférence nationale, parce que le peuple estima que le pays était en faillite. Aujourd'hui, le pouvoir est en faillite. Les acquis de la conférence nationale ne sont pas préservés. Le pays, le président Sassou est en fin de mandat, et aujourd'hui, le peuple congolais est en position souveraine. Il est en droit souverain de se donner les moyens légaux de convoquer le dialogue national pour examiner les problèmes de la nation comme en 91. En pur parallélisme de forme, la situation est quasiment la même. Faillite du système, économie en faillite, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y a une répartition scandaleuse des richesses au profit essentiellement des gens du pouvoir. Confiscation de l'essentiel des richesses nationales. Le pays est en danger. Il y a des dangers de cassure de la nation. Par-ci, par-là, on demande que la nation soit divisée en deux, en territoire du Nord, en territoire du Sud, et la nation congolaise, le peuple congolais, comme en 91, a les moyens, a le droit souverain d'exiger la convocation du dialogue national. Mais le chef de l'État en place, mis devant le fait accompli de la convocation, il doit le faire comme en 91. Il a l'obligation morale et politique d'entériner par les voies réglementaires les conditions matérielles, financières et sécuritaires de la convocation du dialogue. De la même manière qu'en 91, il a ouvert les portes du trésor pour sortir de l'argent, il a demandé à l'armée de sécuriser la conférence nationale, parce que les conditions de la convocation de la conférence nationale étaient remplies. Aujourd'hui, dans les mêmes conditions, le chef d'État est en droit, mis devant le fait accompli de l'exigence suprême de la nation, en raison de la faillite actuelle, de convoquer le dialogue national. En cela, le dialogue, comme en 91, il est souverain. Mais en convoquant le dialogue national, en ouvrant les portes du trésor pour sortir de l'argent, en demandant à la police nationale, à l'armée, de sécuriser la nation, les fonctions du chef d'État s'arrêtent là. Il s'ensuit la mise en place d'une commission préparatoire, d'un comité préparatoire, paritaire, parce que la majorité présidentielle doit y être, l'opposition et bien sûr la diaspora aussi,
pour régler toutes les questions des compétences du dialogue, fixer les objectifs, élaborer le projet d'ordre du jour, le règlement intérieur, la liste des participants et proposer un cadre constitutionnel pour la mise en œuvre des actes. En 91, c'était la transition. Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, le cadre institutionnel pour l'exécution des actes de la conférence nationale et du dialogue, aujourd'hui, soit également une transition. Le pouvoir du président s'arrête à la convocation et la prise de textes réglementaires pour la sortie des fonds et la sécurisation de la conférence nationale. Le reste, c'est l'affaire du peuple. Mise en place d'une commission préparatoire qui est paritaire avec toutes les forces vives de la nation dans la majorité présidentielle pour l'ordre du jour, pour les compétences du dialogue, pour les objectifs du dialogue et décider, le cas échéant, d'une instance qui devra gérer les acquis de ce dialogue, les conclusions de ce dialogue, les actes de ce dialogue, certainement une transition avec un Premier ministre, une transition avec des pouvoirs étendus. Voilà. Donc le chef de l'État, au lieu de préparer la guerre en achetant des armes qui sont exhibées dans tous les quartiers de Brazzaville, il aurait mieux fait, dans la situation actuelle de sa faillite, la situation actuelle où il n'a plus la légitimité politique de gouverner le pays, convoquer un dialogue pour lui préparer la guerre. Donc, les conditions de ce dialogue sont remplies parce que le changement de la Constitution était un coup d'État constitutionnel. Il était un coup d'État constitutionnel parce qu'il est en rupture avec l'esprit, les principes et le respect de la dite Constitution. Et le non à ce changement doit résonner partout. D'ailleurs, un référendum sur ce changement, il passera certainement. Il passera comme il est à la poste. Les conditions de ce référendum, de ce plébiscite de référendum, sont aujourd'hui établies. Le recensement administratif, on sait dans quelles conditions il a été fait. Le corps électoral au nord, il est plus nombreux que dans la partie sud. Les listes électorales sont mal faites. Enfin, nous en savons. Si jamais nous allons vers ce référendum, il sera publicité. C'est pour cela que ce non à ce changement doit être un non sec de toute la population congolaise. D'ailleurs, les militants du PCT, dissidents, parlent à ce propos d'une escroquerie politique. Ils pensent même que si cette question de la problématique de la modification de la Constitution est matérialisée, ce sera tragique pour la nation congolaise. Nous estimons que ce changement, il est grave. Non seulement il sera plébiscité facilement, parce que les conditions de ce plébiscite sont remplies aujourd'hui, en raison de tous les vices qu'il y a dans le système électoral actuel, mais les amis du PCT, qui sont dissidents, estiment que c'est une véritable escroquerie politique, et ils prévoient une tragédie dans le pays, si jamais cette problématique est matérialisée. Le président Sassou, il a beau faire de vouloir modifier, nous devrions tout faire pour qu'en 2016, respectant la Constitution, son mandat s'achève. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de scénarios possibles du dialogue. Il y a un premier scénario dont nous avons parlé. Le peuple souverain, en raison de la faillite du pouvoir, en raison de l'impossibilité actuelle du président de la République de gérer le pays, en raison de la crise qui sévit, le peuple a un droit souverain d'exiger du président de la République un dialogue. Ce dialogue est souverain, le président de la République ne devra faire que valider cette convocation, cette exigence suprême, le reste étant l'affaire du dialogue avec la mise en place d'un comité préparatoire. Premier scénario d'un dialogue souverain, comme en 1997, comme en 1991. Deuxième scénario, ce sont aujourd'hui des scénarios que nous devrions purement simplement rejeter. C'est le scénario où le président veut la prolongation de son mandat. Il veut la prolongation de son mandat. Il faut que nous ayons tous
tous les moyens possibles pour ce dialogue que Sassou pourrait aujourd'hui vouloir convoquer pour la prolongation de son mandat. Qu'il passe par le changement de la Constitution ou par d'autres scénarios qui peuvent être un coup d'État du palais. Sassou peut vouloir prolonger son mandat par la modification de la Constitution, par le changement de la Constitution. Si là, il a le blocage, il peut procéder par un coup d'État du palais, comme en 1991, à la seule différence qu'il serait en vie. Là aussi, il faut s'y opposer. Là aussi, il faut s'y opposer. Sans compter que le dialogue, qui est une formule d'accompagnement du pouvoir dans un gouvernement de l'Union nationale, ça aussi c'est une formule qu'il faut écarter parce qu'elle consisterait à aggraver la situation du pays, sans compter que les marges de manœuvre d'un tel gouvernement ne seront totalement étroites, parce que le système de Sassou est englué dans des luttes d'influence de personnes, de clans et d'intérêts qui s'affrontent. Donc, 3 scénarios de dialogue à rejeter purement et simplement. Le scénario de la prolongation du mandat par le changement de la Constitution. On dit non au changement, parce que les conditions de ce changement sont anticonstitutionnelles. Le président Sassou en 2016 doit partir. Deuxième scénario, un coup d'État de palais, à l'image de ce qui s'est passé en 1977, à la seule différence où il est en vie. Et au nom de l'insécurité, au nom de la garantie de la préservation des biens, il fait son coup d'État. Et ça aussi, c'est un scénario. Par la suite, il convoque un dialogue, il convoque un dialogue national, avec un gouvernement de l'Union nationale. Ça aussi, c'est une formule à rejeter purement et simplement. Purement et simplement. Et il y a aussi la formule, je disais, où il veut constituer un gouvernement d'union nationale, avec toutes les parties en présence qui acceptent, et au bout du compte, pour le valider, il organise un dialogue national, pour essayer de légitimer ce gouvernement d'union nationale. Cette formule aussi, il faut la rejeter. Changement de constitution, dialogue par ce changement, il faut rejeter. Pour l'état de palais, il faut rejeter. Gouvernement d'union nationale, il faut aussi rejeter, parce que le ministre dans un tel gouvernement n'aura jamais de marge de manœuvre complète pour agir comme il faut. D'ailleurs, le président de la République, l'entourage du président de la République, a beau clamer que le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso, mais il faut que nous réfléchissions sérieusement sur l'échec politique de Compaoré, qui a échoué dans sa méthode de prolongation du pouvoir et de changement de la Constitution. Ils ont beau dire que le Burkina Faso, ce n'est pas le Congo, le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso. Les Congolais ne doivent pas se référer à ce genre de discours, mais réfléchir comme il faut sur la manière dont le président Compaoré a échoué en voulant prolonger son pouvoir. Maintenant, quelques scénarios qui pourraient être acceptables. 1. L'initiative du dialogue politique articulée autour de la gouvernance électorale. C'est un scénario qu'il faut soutenir. D'ailleurs, Congo Chika a signé au Front Uni, parce que le Front Uni a pour cheval de bataille la gouvernance électorale. Dans cette gouvernance électorale, il y a un dialogue qui est convoqué dans des conditions toujours souveraines, et elle passe par le respect de la Constitution du 20 janvier, l'abrogation du cadre institutionnel électoral, cadre juridique institutionnel en place, la dissolution de la CONEL, la réalisation de façon paritaire d'un instrument administratif, l'adoption d'une loi électorale, institution la commission électorale indépendante. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. La gouvernance électorale n'est pas suffisante pour régler le problème du Congo. Si demain Sassou convoque une gouvernance électorale, nous nous occupons uniquement de la question électorale, du recensement administratif, nous n'aurons pas réglé entièrement la question du Congo si les préfets sont en place, si les maires
sont en place, si les sous-préfets sont en place, nous ne pourrons pas réussir la gouvernance électorale parce que l'État de Sassou est toujours en place. C'est pour cela qu'il faut joindre à la gouvernance électorale la question du dialogue sur la question nationale du pays. Parce que si nous nous entendons uniquement à la question de la gouvernance électorale, sans l'ouvrir à la question nationale, nous ne pourrons pas régler la question totale du Congo. Et nous allons nous retrouver dans une situation où les préfets sont en place, les maires sont en place, et les sous-préfets, ils sont toujours en place. Il convient donc de concevoir une période de vie collective qui est le dialogue pour partager la réflexion et examiner ensemble les urgences du pays. Dialogue sur la gouvernance électorale, bien, mais il faut l'annexer, il faut la conditionner à une période de vie ensemble qui est la transition politique préparée par le dialogue pour rendre consensuelle la gestion du pays et ses institutions. Parce que si nous nous entendons uniquement à la gouvernance électorale, nous n'aurons pas du rouage de l'État. Il faut donc la conditionner à la transition qui est une période de gestion commune de la nation où le chef de l'État n'a plus tous les rouages du pouvoir et la transition elle est gouvernée par un Premier ministre qui aurait le pouvoir de gérer la nation, de gouverner l'armée nationale et de tenir l'administration du pays. Le dialogue sous la base de la gouvernance électorale, il est partagé par le collectif, les partis d'opposition. Il est partagé par le mouvement citoyen. Il est partagé par le Front Uni. Et il est partagé par les dissidents du PCT aussi. Les dissidents du PCT et à l'étranger, bon nombre d'associations, dont nous-mêmes. D'ailleurs, la volonté populaire qui est exprimée par le boycott des élections est une forme de manière de demander que la nation soit gouvernée autrement. S'il y a un large boycott aux élections qui se passent dans le pays, c'est une manière pour la population nationale, la population du Congo, d'exiger que le pays soit dirigé autrement. Et d'ailleurs, comme autre forme de dialogue à soutenir, c'est la forme où il peut se créer, en raison du blocage dans le pays, une situation insurrectionnelle où il y a une intelligence collective qui prend en main le pays et exige la fin du régime. Exige la fin du régime. Donc, gouvernance électorale est conditionnée à une période de transition obligatoire. La gouvernance électorale ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, l'État est entre les mains du pouvoir. Il faut conditionner la gouvernance électorale à une période de transition qui a les moyens politiques et moraux de gouverner le pays. Deuxièmement, je disais, nous ne sommes pas contre une insurrection dans le pays par des forces protestataires dans le pays devenu majoritaire qui refusent de reconduire le système de Sassou et demandent que la fin du régime intervienne. D'ailleurs, dans une telle situation, ça suivrait d'ailleurs une période de redressement du pays qui passe par le schéma du dialogue avec une transition politique, un premier ministre chef du gouvernement, chef des armées, commission électorale indépendante, organisation des élections, pour finir par l'élection du nouveau chef de l'État. Mais il y a un scénario hybride dans lequel nous ne devrions pas verser. Le président Sassou, en désespoir de cause, peut proposer de manière inattendue le donnant-donnant. Il accepte la gouvernance électorale et en contrepartie exige que l'opposition, la société civile accepte en retour ce qu'ils ont appelé au départ des réformes institutionnelles qui s'appellent aujourd'hui évolution des institutions. Donc, de manière inattendue, il peut dire, bon, allons dans un dialogue où nous parlerons et de la gouvernance électorale, qui est l'exigence de l'opposition, et de l'évolution des institutions de la République, qui est sa volonté. C'est une formule hybride
c'est un scénario hybride qui est très dangereux. Qui est dangereux si jamais les conditions d'un tel scénario sont remplies. Il faut obligatoirement que nous fassions prévaloir la thèse d'un dialogue national souverain qui passe par une transition, la nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement, chef des armées, à la condition que le président Sassou arrête son pouvoir en 2016, malgré la réforme des institutions, si jamais elle est acquise. Donc je reprends. Nous pourrions nous retrouver dans une situation exceptionnelle où de manière inattendue, le président de la République, en désespoir de cause, dit « J'accepte la gouvernance électorale, mais vous me donnez la réforme des institutions. » Dans un dialogue. Il faut conditionner ce dialogue par le comité préparatoire toujours, qui s'occupe des listes, qui s'occupe de toutes les questions qui ont été dites ici, les participants, dont nous à l'extérieur, la transition souveraine, avec un Premier ministre, chef du gouvernement, chef des armées, commission électorale indépendante, qui finissent par l'installation du chef d'État à la condition que Sassou finisse son mandat en 2016. C'est la condition primaire, fondamentale. Parce que la réforme des institutions, qu'il appelle aujourd'hui évolution des institutions, c'est une voie détournée par laquelle le président Sassou il pourrait obtenir la prolongation de son séjour à la présidence de la République. C'est un scénario hybride, dangereux, qui procède du donnant-donnant, et il ne faut pas tomber dans ce scénario-là. Quelles leçons tirées de tout ça? Aujourd'hui, dans le pays, les populations congolaises expriment un désir profond de l'alternance démocratique. Et il faut qu'il leur soit donné la pleine liberté de choisir le chef de l'État sur lequel repose le destin de leur pays. Il y a une exigence forte dans le pays de l'alternance démocratique, et il faut qu'il leur soit laissé librement le choix de choisir ce citoyen, ce compatriote sur lequel repose le destin de leur pays. Et au regard de la situation politique au Burkina Faso, soutenue par la communauté internationale, dont la France particulièrement, il faudrait qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas, dans le cas du Congo, des schémas approximatifs. Nous allons à un dialogue. Il faut qu'il soit souverain. Nous allons à un dialogue. Le président Sassou doit finir avec ses mandats en 2016. Nous allons à un dialogue qui doit gérer une période de transition propre, avec une commission électorale indépendante, pour que, en fin de compte, nous ayons un chef d'État élu dans des conditions réglementaires, fustiles, du PCT, si les conditions de son élection sont remplies. Donc, il n'y a plus de place pour des schémas approximatifs ou hasardeux de sortie de crise dans ce pays. Donc, il faut avec méthode et constance, l'opposition, la diaspora, la société civile, nous, de manière méthodique, nous continuons à faire échouer toutes les logiques qui visent le maintien au pouvoir de l'équipe actuelle. Il faut travailler avec méthode et constance dans la population pour créer les conditions du refus total du maintien au pouvoir de l'équipe actuelle au pouvoir. Donc, toutes les tentatives de réforme constitutionnelle, tout dialogue, toute concertation, toutes les initiatives qui sont construites dans l'intérêt de barrer l'alternance démocratique et de prolonger le mandat du président Sassou n'auront aucun intérêt pour la population. Aucun intérêt pour la population. En tout cas, personnellement, moi, je ne suis pas contre l'élection des membres du PCT dans des conditions réglementaires, sur la base d'une tradition organisée de manière souveraine, sur la base d'une commission électorale indépendante et proprement organisée. S'il est élu, la nation reconnaîtra la validité de son élection présidentielle. Mais il faut travailler à faire écouter tous les schémas, toutes les tentatives de réforme, toutes les constructions qui bloquent l'alternance démocratique et ramènent au pouvoir l'équipe actuelle. Tous ces schémas, il faut les refuser pour ne pas se remettre à réitérer l'expérience du désordre que nous connaissons actuellement. Donc, le travail de sensibilisation
il faut continuer à le faire. Continuer à le faire. À la diaspora, il faudrait que de plus en plus nous arrêtons la dispersion. La dispersion dans la diaspora, c'est le fléau majeur. C'est le fléau majeur. Les plateformes, les associations continuent à se créer au nom certainement de nos égos personnels. Il faut que nous arrivions à éviter de nous disperser pour que nous travaillions à l'unité de force républicaine pour barrer la voie au chemin de Sassou qui veut faire que son pouvoir soit remis en état. Et dans le contexte actuel